Voilà, ces choses étant dites, je vais essayer de me taire. C'est toujours dur pour un universitaire. Et vous passez la parole, et d'abord celle à M. Fournier, à qui je dois vraiment que cette réunion ait pu se faire aujourd'hui avec M. Lussier. Merci. Merci, Monsieur le Président. Bon, je vais être plus bref, bien évidemment, parce que quand le président du Conseil territorial de santé m'a proposé l'organisation de cette réunion avec le directeur sur une initiative de notre députée Laetitia Romero-Diaz, nous avons tout de suite été volontaires pour la mettre en œuvre et pour que ce soit le plus efficace possible, puisque, comme vous l'avez bien dit, il y a l'ensemble des acteurs de la santé qui sont présents aujourd'hui, outre les fichiers de l'ARS qui ont été communiqués très rapidement pour toucher un maximum de professionnels. Au-delà, avec le directeur, nous sommes attachés, bien évidemment, à essayer de toucher l'ensemble du monde médico-social, d'une part, et puis les élus également. Donc, comme je suis un élu, je les remercie pour leur présence. Donc, il y a Madame la sénatrice Jocelyne Guidez qui est parmi nous, notre députée Laetitia Romero-Diaz, le président de la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne, Éric Brève, communauté principale ici sur notre bassin de vie de l'hôpital d'Arpajon, monsieur le maire d'Arpajon, je mets dans l'ordre, et puis notre conseillère départementale qui siège également comme vice-présidente à la communauté de Juines et Renard, qui est la deuxième communauté de notre bassin de vie, pourvoyeuse de patients sur notre centre hospitalier. Et puis, remercier bien sûr l'ensemble des professionnels qui sont ici, que j'ai le plaisir de côtoyer bien souvent dans des instances au niveau médical. Et puis, je remercie l'ARS parce qu'il n'y a pas un seul conseil de surveillance sans lesquels un représentant a assisté à nos travaux depuis 5 ans. Et je tenais à vous remercier dans la mesure où notre hôpital avait bien besoin de cela, puisque, je le rappelle, il y a 5 ans, nous étions dans une situation budgétaire très, très délicate. Nous étions engagés, justement, et ça fait une transition avec ce que vient de dire le président à l'instant, dans une volonté d'ouverture des portes et des fenêtres, on va dire, pour que un nouveau dynamisme se mette en place, symbolisé par son directeur, Cédric Lussier, et par notre présidente de commission médicale d'établissement, Nathalie Toledano, qui se cache bien souvent, mais qui est très active dans le dispositif et qui est présente aujourd'hui, et je la remercie, pour que, en fait, il y ait ces véritables relations entre l'hôpital et la ville, autour de la médecine, avec tout le monde médico-social, l'ensemble des professionnels de la santé et l'ensemble des politiques et des usagers, en fait, au travers de leurs associations qui, au jour le jour, en fait, sont informés de l'évolution, en fait, de notre offre de santé sur le territoire, qu'on essaye de faire la plus transversale possible. C'est une œuvre de longue haleine qui fait que on y est arrivé petit à petit, et il a fallu 5 ans pour cela, donc je tenais quand même à le dire aujourd'hui. Et puis, concomitamment à cela, à cette ouverture, eh bien, nous nous sommes attachés à faire vivre le groupement hospitalier de territoire auquel nous appartenons, celui du Sud Essonne, donc avec nos voisins d'Étampes et de Dourdan d'une part, et le Sud francilien d'autre part, avec lequel, dès 2014, nous avons décidé d'y entrer pleinement, sans a priori, si je puis dire, pour partir sur un projet médical partagé, et pas que médical, au-delà administratif, on va dire, et tout ceci en arrivant, en essayant de convaincre petit à petit de la démarche l'ensemble de nos personnels d'une part, et puis l'ensemble de nos partenaires par ailleurs. Et aujourd'hui, pour notre hôpital, ça a été une réussite, je tenais à le dire quand même, parce que, bien évidemment, c'est compliqué à mettre en place. Comme dans toutes les négociations, il faut défendre les intérêts des uns et des autres. Mais sans ce partenariat, nous n'aurions pas pu relancer la cardiologie ici, ni l'ORL, ni non plus tout ce qui est cancérologie. Et pour le coup, moi,
par constat, eh bien, je le dis très, très sincèrement, c'est un succès. Les comptes sont à l'équilibre aujourd'hui. Et si on n'avait pas eu cette répartition intelligente de l'offre de soins sur ce territoire, on n'en serait certainement pas là. Donc voilà pour l'introduction autour de cette expérience personnelle. Je pense que je suis dans le temps imparti. Et Monsieur le Président, je vous relaisse le micro. Alors, nous allons maintenant avoir... L'objectif, c'est de parler de santé et territoire. Vous avez bien compris que santé, ça n'est pas que l'hôpital, mais vous le savez tous, c'est organisé, en tout cas en Essonne, autour de 2 GHT. Ici, nous avons choisi un établissement qui est certes dans un GHT, un groupement hospitalier de territoire, celui du sud francilien, enfin, avec le sud francilien, pardon, et qui n'est pas le groupement hospitalier Nord-Essonne, qui est Orsay, Longjumeau, Juvisy, pardon, excusez-moi, mais je pense que je fais un peu exprès. J'imagine que j'aurai des questions, enfin qu'il y aura des questions sur ce sujet, et avec un établissement qui pour l'instant est un petit peu hors GHT. Alors pourquoi c'est intéressant d'être ici? Parce que d'abord, pour une fois, on n'est pas à Ivry. Donc ça fait du bien d'aller sur les territoires. On l'a déjà fait avec M. Galli lorsqu'on avait organisé des débats de bioéthique l'an dernier, où nous étions allés aux Molières, à Montgeron, ce qui est un peu moins campagne, mais bon, qui était quand même un petit peu loin. Donc nous sommes venus là pour bien montrer que l'organisation hospitalière, qui est quelque chose qui a été réformé par les lois, les différentes lois, est quelque chose qui peut se vivre dans un rayonnement territorial avec une forme d'autonomie, mais en même temps des partenariats. Donc ce n'est pas forcément quelque chose qui peut se vivre mal. Donc c'était l'objectif de montrer qu'il y a des possibilités, à condition qu'on s'en saisisse. Mais je crois que j'ai presque enfreint la neutralité en disant cela, et donc je vais passer la parole. Alors ceux qui désirent intervenir lèvent la main, je vais relever, et puis on passera la parole progressivement sur cette notion hôpital, santé et territoire. Pardon, santé et territoire. J'ai une question. Qu'est-ce qui voudra intervenir? 2, 4. Bon, écoutez, on va commencer par une dame, si vous le permettez. Alors, s'il vous plaît. Oui, pardon, non, c'est moi qui garde mon micro. Voilà. Si vous le permettez, vous vous présentez, vous donnez votre nom, afin que ça puisse être enregistré, et votre fonction. D'accord. Voilà. Alors, Isabelle Perdereau, je suis conseillère régionale. Voilà, je pense que la région aussi finance pas mal la santé, et particulièrement les maisons de la santé. Et nous avons essayé de financer aussi l'hôpital d'Arpajon un petit peu. Moi, il y a plusieurs choses qui m'interpellent. C'est le manque, évidemment, de médecins généralistes sur le territoire, parce qu'on se retrouve avec des familles qui aujourd'hui sont nouvellement arrivées et qui n'ont pas de médecin. Donc, c'est une problématique. Après, nous avons la problématique de la digitalisation de la société, parce que, par exemple, moi, j'ai une sœur qui est handicapée psychiatrique, et ce sont des personnes qui n'ont pas Internet et qui, finalement, se sentent marginales, donc ils ne sont plus autonomes. Et ça, on pourrait dire la même chose pour les très seniors. Voilà, et bon, c'est à peu près tout ce que je vois. Et puis le statut des aidants, qui pose aussi des problèmes, puisqu'en fait, on s'aperçoit que les femmes c'est elles qui ont la plus grande précarité au niveau des retraites, parce que particulièrement, elles arrêtent de travailler pour aider les personnes qui sont fragiles dans leur famille. Donc voilà. Alors, il y a au moins deux interventions qui pourront faire appel à une réponse dans chacun des 2 débats. Monsieur. Oui, bonsoir. Éric Brey, je suis le président de Cœur d'Essonne Agglomération. Alors d'abord, je suis très heureux que dans le grand débat, il y ait une vraie question sur la santé. Et pour une raison assez simple, que l'on n'avait pas d'ailleurs forcément identifiée à Cœur d'Essonne Agglomération. Au moment où on a fait le projet de territoire, la préoccupation numéro 1 des Cœurs d'Essonniens, c'est celle de la santé. Alors, je ne suis pas un spécialiste comme mes collègues, puisque d'abord, j'étais de l'autre côté dans le Val d'Orge et on n'avait pas d'hôpital, et donc on s'est moins intéressé à ces questions-là. Mais tout de même, en tant que maire, moi, j'ai quand même un certain nombre de questions, et notamment celle aujourd'hui de la médecine de proximité, qui est devenue pour les élus une véritable marchandise. Et je le dis aujourd'hui,
Avoir des médecins généralistes dans sa ville, c'est un vrai concours de celui qui sera le plus riche. Et ça, ce n'est pas acceptable pour l'ensemble des populations. Pas acceptable pour 2 raisons. D'abord, la première, c'est qu'il y a toujours quelqu'un de plus riche que vous. Et forcément, aujourd'hui, il y a une vraie négociation. Je m'en étais entretenu avec le directeur de l'hôpital. Il y a une vraie négociation entre les élus territoriaux que l'État doit entendre et les médecins qui monnaient leur arrivée. Un exemple, moi j'ai la chance, à Leuville, j'ai 3 médecins. Le dernier, il faut que je lui offre 20 mois gratuit le loyer de son cabinet médical, qui est quand même que de 500 € par mois. Là, on a une vraie question réglementaire, au-delà du numerus clausus, sur le maillage de la santé publique. Je pense que notre responsabilité d'élu aujourd'hui, elle est de régler ce problème. Moi, je n'ai pas de problème à ce que d'autres gens ceux de Leuville, que les habitants, profitent des 3 médecins levillois. Il n'y a pas de souci. On a d'ailleurs, autour du conseil communautaire et du bureau communautaire, essayé de travailler sur cette question-là pour faire en sorte qu'on ait un maillage à la fois de généralistes et à la fois de spécialistes. Mais aujourd'hui, je sais bien qu'on est dans un système ultra-libéral, y compris en matière de santé, voulu tout de même et quand même très fortement voulu par les gouvernements successifs. Mais pour moi, la santé, ce n'est pas une marchandise. Et donc, on a cette vraie difficulté. Le libéralisme, c'est une chose. En matière de santé, ce n'est pas, je dirais, très clairement acceptable. Alors moi, ma question, elle est simple. C'est comment va-t-on faire pour régler cette problématique qui, aujourd'hui, met les élus devant des difficultés financières et surtout nous met en position d'arbitre alors que c'est les riches. Les villes riches peuvent accueillir des médecins gratuitement, les villes moins riches ne peuvent pas le faire. Ça, c'est la vraie question. Et au-delà du numerus clausus, je crois qu'il va falloir se poser la question du maillage et aussi la question de comment est-ce qu'on pousse les jeunes médecins à venir s'installer dans des territoires. Ici, on est un territoire relativement riche, proche de la capitale, etc. Mais la difficulté, elle est encore plus prégnante pour nos collègues élus dans les territoires plus au sud encore, je pense à l'Étampois notamment et autres, mais encore plus au sud que ça. Voilà, c'est pour nous, aujourd'hui, les élus de Cœur-d'Essonne Agglomération et le président que je suis, qui n'est pas un spécialiste de la santé, la vraie question sur laquelle on travaille, parce que là, c'est la question numéro 1 des Cœur-d'Essonniens au travers du projet de territoire. Merci, Monsieur le Président. Ça nous permet de constater que le discours des élus a aussi bougé, puisque nous avions, il y a encore quelques années, la santé, c'est l'affaire de l'État, ça ne concerne pas les élus. Je vois que désormais, ça concerne bien les élus, ce que nous avions toujours pensé au Conseil territorial de santé. Alors, j'avais, si vous le voulez bien, je crois, quelqu'un... Voilà, monsieur, je vous en prie. Ah oui, alors là, mademoiselle, oui. Attendez qu'on ait le micro, sauf si vous ne voulez pas être filmé. Non, c'est pour que ça soit enregistré, monsieur. Ouais, On ne filme pas, je refuse d'être filmé, je refuse d'être photographié. Parce que je suis trop connu dans la région et je n'ai pas envie de l'image. Je suis Charpentier-Michel, je suis médecin à l'hôpital d'Arpajon, j'habite Saint-Chéron et dont Madame Guidez fut pendant longtemps la maire avant de devenir sénatrice. Et donc je remercie aussi Madame les élus parce que c'est quand même assez surprenant de constater que nous avons des élus à la fois du MoDem, de La République En Marche, la députée, une sénatrice qui, elle, est de la droite républicaine, et d'autres élus qui sont du Parti socialiste. Donc, quand même, nous avons un panel centriste, oui, UDI. Voilà. Je voulais pas... C'est l'extrême gauche. Mais bon. Non. Donc, moi, je crois que je reviens à ce que disait M. Bray, c'est-à-dire que le problème du territoire, il ne concerne pas seulement l'Essonne. Il faut voir au-delà. Le débat, il est national. Donc je crois que nous avons un énorme problème avec les médecins généralistes. Nous, on le voit bien en travaillant à l'hôpital, dans les services des urgences. On voit qu'on a de plus en plus de malades parce qu'il y a de moins en moins de médecins qui sont là pour faire les soins en ville. Mais ce problème, il est encore plus important dans des communes comme, je dirais bien, pour citer peut-être la Roche-Derrien en Bretagne, ou Poète-Laval dans la Drôme, et surtout même dans une région que je connais très bien, la Picardie, où vraiment il y a une pénurie énorme de médecins généralistes. Pour trouver un médecin généraliste, il faut des mois, et ça devient ingérable.
On a fait venir des médecins étrangers, et il faut savoir que 80% des chirurgiens en France, 80% des chirurgiens en France sont des chirurgiens étrangers, qui sont, pour certains, hyper compétents, d'autres un petit peu moins, mais c'est quand même un énorme problème. Quand est-ce que nous aurons des médecins français ou de la communauté européenne en suffisamment grand nombre pour assumer? Ou des médecins même étrangers. Mais on a une pénurie énorme. Le numerus clausus ne changera rien au problème. Il a été instauré il y a 40 ans, c'est une énorme aberration, mais malheureusement, il faut reconnaître qu'on n'a pas changé les choses, même si le gouvernement veut améliorer les choses et augmenter de 400 places par an le nombre d'étudiants. Ridicule, 400 places, parce qu'un médecin, c'est 15 ans d'études, minimum, surtout pour avoir des spécialistes. Et je crois qu'il faut vraiment que la santé soit repensée, non pas seulement au niveau local ou départemental, mais il faut une vraie politique nationale. Je dis bien nationale. Les grands territoires, oui, nous avons la chance dans l'Essonne d'avoir quand même, comme disait M. Bray, quand même un territoire assez intéressant financièrement. Et donc, pour attirer des médecins, c'est possible. Mais, comme le disait Poète-Laval, dans la Drôme, 50 km de Valence, 50 km de Montélimar, pour aller à l'hôpital, les malades, c'est un sacré problème. Donc, je crois qu'il faut vraiment repenser au maillage à la fois médical, à la fois donc des médecins de ville, mais aussi hospitaliers. Et moi, je n'ai pas encore entendu parler des cliniques. Les cliniques aussi sont là. Et il faut vraiment repenser à tout. Il faut une refonte complète du système de santé. C'est bête à dire, mais je crois que même un Grenelle de la santé, comme certains le pensent, faisable, mais il faut vraiment, vraiment réfléchir tous ensemble. Voilà. Merci, docteur. Vous avez un tout petit peu dépassé le temps, mais ça n'est pas très grave. Je crois que j'avais madame qui voulait poser une question. Je vous signale quand même que le numerus clausus, il a été créé en grande partie à la demande des médecins pour permettre de garantir leurs revenus, pour qu'il n'y ait pas trop de médecins sur le même territoire. Donc on a maintenant... Alors c'est vrai que ça fait longtemps, en plus ça correspondait à une espèce d'idée stupide qui était que l'idée que si on diminuait l'offre, les gens soigneraient moins. Bon, c'était le néolibéralisme de l'époque. On en a un nouveau qui n'est pas toujours forcément mieux, mais c'est toujours ces règles un petit peu farfelues qui n'ont pas de sens. Et vous avez raison, sans doute qu'il faudra repenser tout globalement. Alors, il vient d'être dit que c'est un problème national. Et je pense que réellement, c'est un problème national. Moi, ce qui me choque actuellement, c'est qu'en fait, on déporte ce problème. Ah, pardon, excusez-moi. Donc, Dominique Bougreau, donc conseillère départementale et maire de Lardy, et donc sur Junet-Renard. Voilà. Et donc, en fait, on déporte le problème sur les départements, sur les communes, sur les agglos, et chacun essaye de tirer le meilleur des propositions qu'ils peuvent faire pour avoir des médecins sur son territoire, ou même plus loin, des hôpitaux, entre autres. Voilà. Et je trouve ça absolument déplorable. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une politique nationale, et que ce n'est pas de la compétence d'une commune que d'avoir des médecins sur place. Voilà, moi, j'en suis désolée, mais... Éric Brève le disait, donc après il y a des problèmes de différence entre les territoires, et là il faut vraiment que le gouvernement, mais ça existe depuis très longtemps, donc que les gouvernements prennent le sujet à bras le corps. Et moi je suis effarée lorsqu'on passe 8 heures dans un service d'urgence. Moi, je suis effarée lorsque lorsqu'on ferme des hôpitaux avec les conséquences que ça peut avoir, et que l'on ne réfléchit pas non plus aux hôpitaux actuels pour pouvoir éventuellement les développer. Et je pense qu'on va vers des problèmes vraiment très, très importants. Et on n'est pas prêt de trouver des solutions si l'État ne prend pas ce problème à bras-le-corps. Vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas un problème lié à actuel gouvernement ou à un autre gouvernement. C'est lié à une politique générale. C'est bien ça qui est bien l'idée.
Merci, Mohamed Zaoui, adjoint au maire sur la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois. Donc je vais reprendre un peu ce qui a été dit. Donc on constate sur nos territoires la baisse du nombre de généralistes. Nous avons 26 généralistes, mais on constate par exemple sur nos quartiers politiques de la ville, prioritaires politiques de la ville, qui regroupent plus de 7000 habitants, 0 médecin. On en avait 3. Après, il y en a un qui est parti à la retraite. Le cabinet a fermé. Il y a eu transformation. Donc, on éloigne de plus en plus la santé de certaines de nos populations, celles les plus fragiles. Donc, peut-être que certains vont négliger un peu leur santé, ne vont pas se soigner. Et après, ça devient plus dur à remédier. Il y a ça. Il y a aussi le nombre de spécialistes. On n'a plus que 2 gynécologues pour une ville de plus de 34 000 habitants. Donc, par contre, ce qu'on peut saluer, c'est que l'ARS nous a donné une autorisation pour faire des soins d'urgence avec 22 médecins, dont la moitié d'urgentistes, sur Péray-Vaucluse, dans le cadre de la reconversion. Ça, on peut s'en féliciter parce que ça va répondre à une grosse demande de la population. Et donc, on est pour ça. Et bien sûr, un travail aussi de reconversion avec l'hôpital d'Étampes sur la santé mentale aussi, bien sûr. Ça, on peut se féliciter. Mais je pense que le problème, c'est qu'il y a un éloignement. Et il y a une partie de la population qui ne se soigne pas. Et ça, c'est dramatique. Amouni, directeur des établissements et services de la Chalouette Autisme Essonne. Je voudrais justement dans ce débat-là, c'est vrai qu'on en parle beaucoup depuis quelque temps. On oublie souvent les personnes handicapées. On n'en parle pas souvent, et particulièrement les personnes autistes. Et ce n'est pas spécifique à l'Essonne, un peu partout. Ces personnes-là sont oubliées, en tout cas en matière de santé, et on entend invariablement, chaque fois que nous accompagnons des personnes autistes, chez un médecin, dans les hôpitaux, nous ne sommes pas formés pour les accompagner. J'ai dû, pendant une semaine, mobiliser une dizaine de professionnels pour accompagner une personne autiste malade dans un hôpital parce qu'on ne savait pas lui donner à manger, on ne savait pas la laver, etc. Les gens n'étaient pas formés pour cela. Moi, je propose simplement que dans les formations de médecins, d'infirmiers, d'aides-soignants, ils soient intégrés 1 mois, 2 mois de stage dans nos établissements. Peut-être que ça peut aider certaines personnes. Merci, monsieur. Vous venez de poser le problème de la formation. Effectivement, c'est un problème que nous voyons remonter également dans tous les débats que nous avons sur le plan territorial de santé mentale. C'est la formation des personnels, quels qu'ils soient, au handicap, au AUX, handicap avec un S, parce que effectivement, un autiste n'a pas les mêmes caractéristiques qu'une autre forme de handicap, et qu'il faudrait effectivement que ce soit... Je crois que c'était M. Rémignard, c'est M. Rémignard. Merci. Je représente le comité ce soir à la place de Madame Michèle Plotu qui n'a pas pu venir. Donc je suis Gilles Rémignard, un des responsables du comité. Donc le comité de défense des hôpitaux du Nord-Essonne agit pour la sauvegarde des 3 hôpitaux de Juvisy, Longjumeau et Orsay. Nous désapprouvons la décision de la destruction de ces hôpitaux ainsi que la construction d'un hôpital sur le plateau d'Orsay qui ne nous paraît pas du tout utile sur l'analyse concrète de la situation concrète des habitants du territoire Nord-Essonne. Je pense que là, on a des points communs avec Madame la maire de Lardy. Nous déplorons donc les questions, on ne va pas débattre ici des problèmes que nous nous posons. Nous aurions souhaité que cela soit posé publiquement par l'ARS avant que l'ARS et le ministère prennent leur décision de tout faire sans jamais en parler à personne. Les territoires essonniens ont été écartés de cette décision, à part peut-être les maires quand ils étaient encore membres du conseil de surveillance, dont M. Reda, qui l'a désapprouvé et a refusé de siéger à la fin pour les décisions qui étaient prises en dehors de lui et sans tenir compte en particulier de l'hôpital de Juvisy. Je peux vous dire que nous partageons sa préoccupation parce que l'affaire lancée par l'ARS est telle
que le service de médecine gériatrique ou gérontologique, je ne sais plus exactement la terminologie, va être fermé en profitant du départ de la médecin qui s'occupe de ce service. Comme elle va partir en retraite, hop, on va fermer ce service. Donc après la fermeture de la maternité, la fermeture de ce service, la fermeture de la maternité il y a 10 ans, qui a été transférée à la maternité privée Caron, qui elle-même a fermé pour faire une opération immobilière parce que la maternité n'intéresse plus vraiment les grands groupes et qui préfèrent faire du bâtiment. Donc, résultat, la clinique a fermé. Nous sommes dans notre bassin de population sans clinique, sans maternité. Donc, voilà, nous réclamons la clarté sur les budgets et les projets de l'ARS. L'ARS n'a jamais publié le projet budgétaire de l'hôpital, à part M. Wasmer qui est maintenant parti et qui disait c'est 200 millions. Nous attendons encore les chiffres publics, ce qu'ils contiennent, ce qui sera ce budget. Et d'autre part, nous avions demandé depuis 2016, par toutes les instances qui nous ont refusé ou éconduit, l'évaluation réelle, faite concrètement, d'une réhabilitation des 3 hôpitaux pour voir sérieusement s'il n'y avait pas arbitrage possible entre réhabilitation et construction, et destruction-construction. L'hôpital, sa situation sur le plateau de Saclay ne correspond en rien aux besoins des populations et à leur répartition sur le territoire. En particulier, Longjumeau et Juvisy sont dans une zone de peuplement qui accueille les populations les plus, je dirais, qui sont chassées de Paris par la spéculation immobilière. Donc ce ne sont pas des populations extrêmement riches. Nous sommes dans un territoire pauvre à Juvisy-Longjumeau avec un super désert médical qui va s'aggraver dans les 15 prochaines années. Et par contre, à Orsay, il n'y a pas, enfin à Orsay-Saclay, Palaiseau, il n'y a pas de désert médical, mais on leur fabrique un hôpital neuf à destination de l'urbanisation du plateau de Saclay. Donc si l'État qui a voulu l'urbanisation du plateau de Saclay voulait un hôpital pour cette nouvelle ville, nouvelle internationale, etc., eh bien il avait qu'à se payer son hôpital, pas au détriment des populations les plus pauvres du département, qui sont en particulier celles desservies par l'hôpital public de Juvisy-Longjumeau. Donc nous souhaitons la remise en route du GH des Deux Vallées et concomitamment la non-destruction, le maintien de l'hôpital d'Orsay. Donc voilà la demande. Nous sommes subsidiairement demandeurs, et M. Nazali le sait bien, puisqu'il y a fait allusion tout à l'heure, à des assises départementales de l'Essonne où ces problèmes qui sont, je dirais, séquestrés par l'ARS, puisqu'elle prend ses décisions sans en parler publiquement. Je m'excuse, mais ça fait 3 ans que nous demandons un débat public sur cette destruction. Il n'a jamais eu lieu. On nous a envoyé 2-3 fois le directeur du GHNE, ce qui n'est pas sa responsabilité. Il l'a fait, on a débattu avec lui, il nous a toujours répondu, circuler, il n'y a rien à voir. Donc nous demandons des assises départementales de la santé, comme on l'a fait en 2016 quand elles ont eu lieu, les dernières. Nous avions demandé que ce soit inscrit à l'ordre du jour des prochaines assises qui devaient avoir lieu en 2018 et qui n'ont pas eu lieu. Et je pense que la destruction de ces 3 hôpitaux territoriaux, qui sont concomitants à la destruction par la PHP de 3 autres hôpitaux dans l'Essonne, devraient mériter d'être soumis au débat public en Essonne. Merci. Merci, monsieur. Alors, petit point, je vais répondre sur les assises. Les assises de la santé, la dernière a été organisée par le Conseil territorial de santé avec la bénédiction ou le mandatement, ce sera mieux pour rester laïque, de la CRSA, mais l'agent, le Conseil territorial de santé n'a un budget qui est égal à 0. La démocratie en santé, M. Caligny est pour rien, mais je le réclame déjà depuis 7 ans, nous n'avons 0 €. Donc à partir de là,
nous avons beaucoup de bonne volonté, mais pas d'argent du tout. Et je l'avais demandé aux différents directeurs généraux de l'ARS, au moins, de nous mettre quelques milliers. Alors ça veut dire qu'évidemment, quand on veut organiser quelque chose, il faut que nous tendions la main. Bon, j'ai une certaine habitude d'être mendiant, ça ne me pose pas de problème. Là, l'an dernier, il y a 3 ans, l'Agence régionale de santé avait à peu près assuré la totalité des frais. Elle n'est pas tout à fait dans les mêmes dispositions parce qu'il y a d'autres choses qui se passent. Ça méritera qu'on y réfléchisse. Pour être très franc, l'an dernier, nous n'avions tout juste lancé le Conseil territorial de santé, puisque vous savez qu'entre-temps, je suis un peu long, mais il faut que ça soit quand même des choses pratiques, que vous sachiez de quoi on parle. En 2017, les conférences de territoire ont cessé d'être. En 2016, fin 2016, les conseils territoriaux de santé ne sont arrivés qu'en 2017 et qu'à partir de là, il a fallu une bonne année pour que nous commencions à mettre en place nos institutions avec de nouvelles fonctions et qu'effectivement, l'idée de 2019 serait plutôt une bonne idée. Je rappelle qu'à l'origine, c'est le département qui faisait ça. Il faudrait effectivement que le département accepte aussi, puisqu'il a lui-même lancé un plan santé. Moi, je suis pour que les gens travaillent en bonne intelligence toujours et en commun. Donc ça fait partie des choses qu'on pourra envisager. On va en parler avec l'Agence régionale de santé, on va en parler avec la CRSA, puisque c'est elle qui officiellement est habilitée, avec les parlementaires, s'ils veulent nous appuyer. L'objectif est qu'effectivement, puisque la démocratie en santé, on veut que ça existe, et bien autant la faire exister, et que notre département a plutôt été à la pointe en règle générale. Ça fait partie des débats que je... Voilà, moi je n'ai pas d'autre avis à donner, puisque d'abord je dois rester neutre. Je dirais simplement que je ne suis pas sûr que l'ARS ait d'abord elle-même pensé à l'hôpital de Saclay. Je pense que ce n'est pas elle qui y avait pensé, et que ça ne vient pas forcément d'elle, donc il ne faudrait pas, pour une fois, s'il vous le bien, je vais la défendre largement, il ne faut surtout pas l'accuser de ce qu'elle n'a pas fait. Elle a plutôt veillé dans ce qu'elle a fait, si vous voulez, pour ce que j'ai vu moi, puisque je vois quand même un peu de choses, elle a plutôt veillé à ce qu'on ne déshabille pas trop les territoires, et je ne dirai pas plus parce que ça serait entrer dans un débat, et ce n'était pas l'objectif. Madame, si vous voulez bien. Martine Lamonnier, habitante d'Arpajon. J'ai eu plusieurs fois affaire à l'hôpital d'Arpajon avec des problèmes. Je ne le cache pas, avec des problèmes. Moi, je suis comme le monsieur contre la fermeture des 3 hôpitaux. J'ai fait un infarctus ici, on m'a envoyé, on a voulu me trouver un hôpital cardiologique, puisqu'il n'y a pas de cardiologique ici. Donc, Corbeil, qui est un grand hôpital, on nous a vanté comme un grand hôpital, Corbeil n'avait pas de place. Jacques Cartier n'avait pas de place. J'ai fini dans le 92. Alors après, qu'on ne vienne pas me parler de Saclay, qui va être un grand hôpital, alors qu'on en ferme 3 qui représentent à peu près 1200 lits, et là, il n'y en aura plus que 600. Et vous allez me dire que la F18 est toujours encombrée, donc l'accessibilité au transport pour les hôpitaux, ça serait quand même quelque chose de bien. J'ai aussi eu affaire à Bligny. Bligny, ben pareil, pour accéder à Bligny, si vous n'avez pas de voiture, comment vous faites? Donc je demande des transports, qu'il y ait des transports pour accéder aux hôpitaux, et comment Bligny est aussi un grand hôpital. En ce qui concerne les déserts médicaux, ça devient dramatique parce qu'autour de chez moi, j'ai plein de personnes âgées, mais qui se trouvent dans des états de stress parce qu'il n'y a plus de médecins. Et quand je les entends dire « Attendez, je suis désolée, mais j'ai téléphoné à tel médecin, on ne me prend pas. Et à Arpajon, il n'y a plus de médecins. Alors comment font-elles? Qu'on nous donne une solution. Pareil, la guichet de réclamation en santé, c'est sur le papier. Mais sur la réalité... Moi, j'ai fait une réclamation à Arpajon, je n'ai jamais eu de réponse. Donc, c'est encore sur le papier. Donc, j'espère que ce qui va être dit, ça sera au moins réalisé. Et puis alors, une chose, les dépassements d'honoraires. C'est vrai que la santé, ça devient une marchandise, mais les dépassements d'honoraires, ça suffit, parce que quand on n'a pas les moyens, qu'on est retraité, je peux vous assurer que ça a un coût. Alors, quand on nous dit qu'il faut aller à l'hôpital, moi, je veux bien. Je suis venue ici... aux urgences, j'ai eu 2 fractures du plancher orbital. On m'a envoyé en urgence à Villeneuve-Saint-Georges et après dans un autre hôpital. Seulement, c'est moi qui devais me débrouiller pour y aller. Bilan de l'histoire, je devais être opérée dans les 15 jours. Comme il n'y a pas eu de coordination, il n'y a pas eu d'opération. Je trouve ça quand même lamentable aussi, la coordination entre les hôpitaux. Je m'appelle Martine Coleman, je suis administratrice à l'UDAF.
l'Union départementale des associations familiales. Je suis conseillère à la CPAM, j'y représente France Assos Santé, et je suis aidante familiale avec 2 enfants handicapés par une maladie neurodégénérative, dont un est mort dans son établissement par asphyxie, suite à des dysfonctionnements majeurs de l'établissement qui n'ont pas été pris en compte par l'ARS, alors qu'elle était au courant de tout ce qui se passait dans cet établissement. Donc voilà, mes questions, c'est d'abord tout ce qui tourne autour de la prise en charge du handicap dans notre département. Je siège en CDAPH et à chaque fois que j'y vais, quand il y a des dossiers, on a jusqu'à 80% des dossiers qui nous sont présentés, des réponses, l'orientation en Belgique, parce qu'il n'y a pas suffisamment de place dans le département. Donc, quand on nous dit que les personnes ont le choix d'un lieu de vie, soit domicile, soit établissement, c'est absolument faux. Ils n'ont aucun choix. Et quand on a des pathologies qui sont assez compliquées, alors monsieur a parlé tout à l'heure de l'autisme, mais c'est vrai aussi pour toutes les maladies rares et tous les syndromes compliqués, on n'est jamais dans la bonne case. Et du coup, nos enfants sont refusés partout. Et quand ils ne sont pas refusés partout, quand ils trouvent une place, quand on a fait un grand parcours du combattant, on n'est pas sûr pour ça qu'ils vont être traités avec la bienveillance suffisante. Alors, je ne veux pas faire le procès des établissements ici, mais c'est vrai aussi que je trouve qu'il y a un contrôle des établissements qui n'est pas toujours le meilleur, et une maltraitance qui est souvent une maltraitance due à une organisation des services dans les établissements qui est vraiment déplorable, par manque de formation du personnel, par un recrutement dans notre région qui est vraiment de mauvaise qualité, parce que les personnes ne veulent pas travailler justement dans des établissements où les personnes qui sont lourdement handicapées. Et donc on se retrouve avec du personnel, celui qui reste et qui n'est pas toujours celui qui est compétent. Et on aboutit à des drames comme celui qu'a vécu mon fils. Je ne pense pas que ce soit un cas isolé. Alors moi, pour rebondir pour tout à l'heure, pour le débat, moi j'ai eu je dis la chance, mais c'est une grande malchance, mais de pouvoir porter plainte pour ce qui s'est passé par rapport à son décès. C'était il y a exactement 2 ans. Aujourd'hui, 2 ans après, le juge d'instruction de 92 vient de trouver il y a 3 jours un médecin pour confirmer le diagnostic de l'autopsie. 2 ans pour trouver un médecin. Et l'instruction ne sera pas finie avant 2 ans. Donc ça, c'est pour rebondir sur le... Vous êtes quand même là dans le 2e débat déjà. Oui, mais bon, ça fait partie ça fait partie quand même. Et puis l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que je suis aidante. Et donc, je connais très bien le problème des difficultés des aidants à domicile et le fait que pour beaucoup de familles, il n'y a pas vraiment de choix d'aider ou de garder son travail, parce qu'actuellement, il n'y a pas de statut d'aidant. Et donc, on a beaucoup nous parler des aidants en ce moment. En fait, en réalité, les personnes n'ont jamais la possibilité d'avoir le temps nécessaire pour s'occuper. Toujours pareil, pour les cas les plus lourds, on ne peut pas laisser sa famille en prenant simplement 1 heure ou 1 heure par-ci par-là, ou bien... Il faut vraiment... Bon. Je suis désolé, voilà, donc, en tout cas, pour le premier... donc c'était sur le territoire, là. Vous êtes plutôt entré dans le 2e débat. Bon, mais c'est pas bien, grave. Comme ça vous ouvrira la porte pour le guichet des plaintes. Tine Riolet, secrétaire générale de l'association Altérité, qui s'occupe essentiellement et majoritairement du handicap psychique et du handicap mental, avec une progression de plus en plus forte du handicap psychique. Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les échanges que vous avez eus. Je vais, pour le coup, vraiment essayer d'être rapide. J'ai entendu à la fois que le problème de la santé, c'est un problème de l'État, et en même temps que c'était un problème des territoires et un problème des élus de territoire. Il me paraît difficile de séparer les deux, dans la mesure où la politique nationale tend à une économie de moyens
et à une économie des fins, et que l'élu qui est dans son territoire, lui, il doit répondre aux besoins des gens dont il a la charge, et que ça va exactement en sens inverse, nous l'avons entendu. Donc moi, je crois qu'il est extrêmement important que, effectivement, l'État ne puisse pas prendre des décisions sans une bonne connaissance des problèmes du terrain et des nécessités du terrain. Ça, c'était la question d'ordre général. La question des aidants a été abordée, elle le sera tout à l'heure. Je me contenterai de dire qu'il y a un vrai problème si, au niveau national, on considérait que le recours aux aidants, et généralement aux familles, est un moyen de ne pas ouvrir de nouveaux établissements et de ne pas répondre aux places qui manquent, dans la mesure où, précisément, nous avons toujours beaucoup trop de départs en Belgique. Et je voudrais dire que le handicap mental et le handicap psychique sont particulièrement en difficulté. Moi, je ne dirais pas que les établissements font mal. Je pense qu'il y a des endroits où, de temps en temps, il y a des accidents. Mais ils ne sont pas équipés avec un personnel suffisamment formé. Ça, c'est clair. Avec une formation, surtout, qui est devenue de plus en plus technicienne et pas humaniste du tout. Et qu'on n'a plus le même recrutement et on n'a plus non plus le même regard sur les gens. Et que la formation des professionnels du secteur médico-social en ce moment ne va pas dans la bonne direction. Et je crois qu'il fallait le rappeler. Enfin, un dernier point, si vous permettez, c'est que moi j'ai un vœu depuis des années. Ça fait maintenant 20 ans que je suis dans l'association que j'ai nommée tout à l'heure. Et ça fait 20 ans que je suis ahurie, je venais d'un milieu qui n'était pas du tout celui-là, je suis ahurie de la non-conformité des lois de santé au problème du handicap. Tout handicap confondu sous une même étiquette, c'est un scandale. Parce qu'on ne peut pas répondre aux besoins du handicap mental et surtout du handicap psychique, que ce soit l'autisme ou que ce soit d'autres formes, dans les mêmes termes que handicap moteur ou handicap sensoriel. C'est pas vrai. Ce ne sont pas les mêmes problèmes et ça ne peut pas être les mêmes, ça ne peuvent pas être les mêmes réponses. Et je dis effectivement, et nous le constatons à chaque fois, que les personnels du monde hospitalier et les médecins en général ne sont pas préparés à prendre en charge le handicap psychique. Le handicap mental pose moins de problèmes, mais le handicap psychique, il est tellement déstabilisant, tellement étonnant dans ses manifestations et tellement difficile, et nous le vivons dans nos établissements, que ça n'est pas possible de concevoir qu'il n'y ait pas des aménagements de la loi qui pensent au handicap. Et en dernier mot, je regrette de dire que les programmes, c'est pas le programme, c'est les textes officiels qui concernent la santé fassent si peu de place au handicap, et que ce soit à la conférence du territoire ou que ce soit au Conseil territorial de santé, nous sommes peu nombreux et les sujets qui sont traités, il y a une exception en Essonne parce que nous avons un président qui a fait beaucoup pour que ces sujets-là soient traités. Mais non, il faut le reconnaître. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais ça, il faut le reconnaître. Le handicap est le parent pauvre des programmes de santé à l'heure actuelle. Et ça sera mon dernier vœu, c'est qu'on y remédie. Alors vous avez raison, parce que c'est effectivement ce que la rapporteuse de l'ONU vient de faire dans son rapport, que je n'ai pas encore complètement lu, mais qui, en tout cas, met en cause les autorités françaises dans la formation et dans la législation en ce qui concerne le handicap. J'ai lu que ces pages-là pour l'instant. Je lirai le reste parce qu'on m'a envoyé le rapport et qu'il faisait 30 pages et que ce matin, je n'avais pas le temps de le lire tout entier. Une dernière question, madame, parce qu'on a... Allez-y, je vous en prie. Dernière question et tant pis pour madame Le Chertier, vous parlerez plus tard. Bon. Une dernière question parce qu'on a dépassé largement. Je m'y attendais un peu parce que... Jacqueline Morel, représentante des usagers. En fait, c'est pas une question, c'est simplement pour dire que, en fait, on est dans une société où finalement on est dans le saucissonnage. Or, tout ce qui est valable à la fois pour le handicap, pour les jeunes enfants, pour les adultes, mais aussi pour les personnes âgées, car on les oublie aussi. Je veux dire, c'est une société pour tous les âges, en santé, et les problèmes de transport, d'accessibilité, c'est vrai pour tous.
Oui, vous avez tout à fait raison. Il est très important qu'on ait une vision globale. J'étais toute l'après-midi en commission d'action sociale à la CAF, et c'est ce dont nous avons parlé. C'est quand on traite la parentalité du handicap à la CAF, ça puisse se traiter aussi avec l'Agence régionale de santé, aussi avec le département, et qu'on n'ait pas des politiques qui souvent sont d'ailleurs très génératrices de dépenses publiques, uniquement parce que les différentes structures font à peu près la même chose ou veulent briller sur la même chose. Voilà, je crois qu'on en a terminé, si vous le voulez bien. On n'en a pas terminé, mais ça veut dire que peut-être il faudra faire des assises. Pour une fois, je serais peut-être d'accord avec M. Rémignard. Comment dirais-je, nous allons passer... Alors, il y a un grand témoin. Qui est le grand témoin? C'est toi, Olivier, sur ce... Je ne me souviens plus. Je me souviens plus. Donc, veux-tu prendre la parole, dire quelque chose ou... Pardon. Je garde mon micro. Merci. Olivier Fouquet, directeur général de l'association Altérité et président de la formation des usagers au sein de la conférence territoriale de santé. Oui, Conseil territorial de santé. C'est pas tellement sous cette casquette-là que j'ai envie d'intervenir. C'est plutôt à travers mes 40 et quelques années maintenant de métier de travailleur social auprès des personnes handicapées qui, comme cela a été dit, sont toujours un peu les parents pauvres dans notre société. D'ailleurs, on va regarder un peu ce qui se passe chez nos voisins, mais le préambule de la Confédération helvétique, nos amis suisses, considèrent qu'une société et que la qualité d'une société se mesure à la façon dont elle traite les plus démunis. Et je pense que c'est un bon moyen de pouvoir mesurer la qualité d'accueil d'une société, justement, des plus démunis. Moi, j'aurais souhaité mettre l'accent à l'intérieur de ce grand débat sur le sentiment d'amertume que l'on peut avoir, en tout cas que j'ai à propos des politiques de santé au sens large, et ce qui est en train de se mettre en place pour les aidants, où on va solvabiliser à travers une allocation les aidants, ce qui permettra peut-être de diminuer la pénurie de places dans les établissements médico-sociaux, mais je ne crois pas du tout que ce soit la réponse adaptée. Je pense que les politiques de santé, donc au sens large, et également celles qui s'adressent au handicap, qui sont mises en place depuis des années. Donc mon but n'est pas de mettre en place une critique pour tel parti politique qui a été au pouvoir ou tel autre. Je pense qu'il y a eu une forme de continuité, dans une forme de réforme ou de réformettes régulières qui se sont mises en place, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça s'accélère un petit peu, malheureusement. Je pense que les différentes réformes de l'ensemble du volet public des politiques à la fois sanitaires et sociales ont conduit à une dégradation de l'accueil. Aujourd'hui, les médias s'en saisissent, on entend parler d'un patient qui serait mort aux urgences de l'hôpital, de gens qui sont particulièrement mécontents, des déserts médicaux et autres. Et que donc cette qualité de soins, à la fois dans le sanitaire, mais également dans le médico-social, est largement en baisse, parce qu'on manque de moyens. Pour que ce soit attractif, que ce soit pour qu'il y ait des médecins en milieu rural ou dans les déserts médicaux, il faut qu'ils soient intéressés pour venir exercer leur pratique professionnelle là où on leur propose. S'ils ont l'impression qu'ils ne vont pas s'y retrouver, et peut-être même économiquement, ils ne viendront pas. Et je pense que notre secteur du handicap, justement, et peut-être des hôpitaux, ne bénéficie pas d'une reconnaissance de la société pour ces personnels à la hauteur de ce que les personnels attendent. Justement, je pense qu'ils le méritent, tout simplement, par le travail qu'ils effectuent pour l'ensemble de nos concitoyens. Et je pense que ce n'est plus attractif. Donc, on a de moins en moins de gens intéressés pour venir travailler dans notre secteur, et c'est bien dommage. Alors, évidemment, quand il y a, et je ne vais pas me battre sur le nombre de chômeurs qu'il y a en face, s'il y en a 3 millions, 4 millions, 5 millions, en tout cas, il y a beaucoup de demandeurs d'emploi.
s'ils ne sont pas classés comme chômeurs de la catégorie A, notre secteur n'intéresse pas ou n'intéresse plus. Il y a 40 ans, au concours d'entrée dans les écoles d'éducateurs ou d'infirmiers, il y avait la queue. Aujourd'hui, ils ont du mal à remplir. Voilà, donc il faudrait peut-être se poser cette question-là. Donc je pense que tout simplement, notre système, il a atteint ses limites et il montre son incapacité à faire face à l'ampleur de la demande, qui est massive aujourd'hui, tant dans les besoins médico-sociaux que sanitaires, qui sont générés par des situations économiques et sociales difficiles, et qu'il serait temps d'y répondre de façon claire, cohérente, humaniste et démocratique.